Mais après le meeting, je devais me rendre à Pointe-Noire pour quelques obligations. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a signifié que je devais être en état d'arrestation. Le lendemain, je ne suis plus venu à Brazzaville. Le lendemain, nous avions voulu partir à Dolisie avec les autres pour faire un meeting et rentrer à Brazzaville. Mais quand nous sommes arrivés au péage de Mengo, le chemin nous était débarré et on nous a signifié que nous devions, c'était un dimanche, que nous devions être en état d'arrestation. Je suis très triste quand j'évoque la question des élections. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons décidé en février 2016, je dis nous, l'opposition, nous avons décidé d'aller à l'élection malgré le fait que nous avons constaté que les conditions de transparence n'étaient pas remplies. Nous avons eu au nom de l'opposition, c'est vrai que les choses ont changé après, je crois que nous avions 5 candidats. Mais Christian, après les résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Okombi, nous avons Jean-Marie Michel Moukoko. Non seulement, tous les deux ont été traduits en justice pour des affaires, semble-t-il, de dépôt d'armes alors qu'ils étaient candidats à l'élection présidentielle. Et ensuite, vous l'avez rappelé, ils n'ont jamais reconnu les résultats de l'élection. Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais je quitte maintenant l'élection de 2016 pour revenir à l'élection de 2021. En 2021, qu'est-ce que nous avons, Christian? Et c'est une page triste de notre histoire non seulement en tant que pays, mais de notre histoire électorale. Quelqu'un qui a devenu de Guy Brice Parfait Kolela. Et je préfère ne pas parler de ça, tellement je suis ému d'évoquer cette situation. Évidemment, le décès de Guy Brice Parfait Kolela, qui est mort, j'allais dire, le jour même de l'élection, où l'article 70 de la Constitution devrait s'appliquer jusqu'à maintenant où nous sommes en train de réaliser cette émission. Nous sommes le 24 janvier 2024. Le pouvoir de Brazzaville, j'allais dire, le gouvernement congolais n'a plus jamais parlé de ce décès. C'est curieux quand même. Bon, nous suivons. C'est une page très, très triste de notre histoire. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons le colonel et pasteur Onyangi. Après l'élection de 2021, on a vécu quelques scénarios où on nous a parlé de ce qu'il y avait des armes chez les défunts, que Dieu ait son âme, les défunts colonels. Après, je ne dis pas, mais il a trouvé la mort. Donc, vous voyez que en l'espace de 2 scrutins, 2016 et 2021, je n'accuse personne, mais nous avons quand même 2 prisonniers. Oui, des éléments troublants, hein, de toute façon. Qui sont en prison. Et nous avons deux candidats qui nous préoccupent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur TELAC TV 7 en compagnie de Clément Mirassa, qui n'est plus à présenter aux Congolais, mais pour ceux qui le découvrent, il est ancien ministre congolais du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, actuellement président du PSDC, un parti de l'opposition congolaise. Bonjour Clément, et merci d'être encore avec nous sur TELAC TV. Merci bien, bonjour Christian, c'est toujours un plaisir d'être avec toi sur le plateau de TELAC TV R7. Merci beaucoup. Je vous en prie, Clément, au sommaire de cette interview, la confiscation de l'alternance démocratique et politique au Congo-Brazzaville. Nous reviendrons également sur la lutte contre la corruption avec en toile de fond la déclaration du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Commençons par l'alternance démocratique où les voix s'élèvent déjà du côté du pouvoir de Brazzaville. Je dirais des annonces qui visent probablement à préparer les consciences pour une prochaine forfaiture. Pourquoi pas, je fais allusion ici à la sortie médiatique de l'actuel Premier ministre Anatole Pouliné-Makosso sur un média étranger, mais aussi de son discours à l'occasion de la présentation des vœux à son maître de Sassou Nguesso, que je vous propose d'ailleurs de suivre un extrait. On revient sur le plateau pour le commentaire. Suivez. Continuez d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité.
Alors, Clément Mirassa, Omar Bongo, vous le connaissez, l'ancien président de la République du Gabon, son temps disait qu'on n'organise pas une élection pour la perdre. Mais là encore, il faut qu'on se pose la question si ce sont là des élections crédibles, transparentes, j'allais dire justes et libres. Et on peut penser que la déclaration ou les déclarations de l'actuel Premier ministre du Congo sont en train de préparer des mauvais augures. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci bien, Christian, pour la question. Je commencerai par aborder ce que tu as dit en l'affectant au président Bongo, à savoir on ne perd pas des élections qu'on organise. Je crois que les mêmes propos ont été attribués au président Pascal Lissouba. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse, parce que lorsque le président Pascal Lissouba, que Dieu ait son âme, préparait les élections de 97, son premier ministre, David Charles Ganao, avait annoncé que son gouvernement allait prendre les dispositions pour organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. La réplique du PCT a été cinglante et très dure en disant à l'époque, dans une déclaration, qu'un démocrate sincère ne peut pas avoir peur d'une commission électorale indépendante. Ce que nous n'avons pas compris, c'est que depuis le retour au pouvoir du Parti congolais du travail, nous n'avons jamais mis en place cette fameuse commission électorale indépendante. Et les Congolais, surtout les jeunes, doivent le savoir. En 1997, les opposants de l'époque, parmi lesquels Denis Sassou Nguesso, avaient signé un mémorandum à l'endroit du président Pascal Lissouba, dans lequel on a défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission électorale indépendante. Et depuis, on ne veut plus en entendre parler. Ça, c'est le premier volet. S'agissant du deuxième volet, la confiscation, il n'y a pas que le Premier ministre Colline Makosso. J'ai suivi, je crois, une interview du président de la République avec France 24, où le journaliste lui a demandé s'il serait candidat. Et on lui a demandé s'il avait bien lu la Constitution. Il a dit qu'il a bien lu. J'ai mentionné votre fils. Certains pensent que vous souhaitez l'adouber comme votre successeur. C'est vous qui le dites. Certains, c'est lesquels? C'est toujours vous de la presse. Je vous pose la question. Je n'ai jamais fait de déclaration de ce genre. Personne au Congo. Alors tout ceci se dit ici, peut-être à Paris. Nulle part ailleurs. Alors, en attendant, la Constitution que vous avez fait modifier, enfin, d'après ce que j'en ai lu, vous permet de vous représenter en 2026. On est d'accord? Ben, vous l'avez lu? De ce que j'ai lu, vous avez le droit de vous représenter. Donc, vous la comprenez bien. Alors. Mais le problème qui se pose en termes d'alternance, ce n'est pas celui-là. Le problème, il est bien profond. Et en ce qui me concerne, Clément Mirassa, pendant que vous êtes en train de répondre, il faut aussi rappeler les propos de Bruno Itoa qui disait « Tokoti kapete ». En fait, en français, ça veut dire que nous ne lâcherons jamais. Donc, voilà. C'était juste ce petit rappel. La vision, elle est claire. Elle est une vision de conservation du pouvoir qu'on ne découvre pas seulement à travers cette déclaration, qu'on découvre clairement dans le livre de Jean-Louis Debré, puisqu'il y est écrit que le président Sassou lui avait envoyé un émissaire pour savoir comment on pouvait modifier la Constitution pour lui permettre de se maintenir au pouvoir. Dans ce que je ne pouvais pas dire, un ouvrage de Jean-Louis Debré, à la page 388, rencontre avec le maire de Brazzaville, beau-fils du président du Congo. Je ne sais pas ce qu'il me souhaite ni ce qu'il me veut. Je ne le connais pas, j'ai cependant accepté de le recevoir. Il commence par me dire avec force et insistance son admiration pour De Gaulle, mon père, et Chirac. Je m'attends donc à une demande exorbitante, sinon une promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur. Non, il veut en réalité savoir comment modifier la constitution du Congo pour permettre au président Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Je ne vois pas en quoi je peux l'aider. Il me montre le texte de cette constitution qui explique sans ambiguïté que le président ne peut que faire 2 mandats. Cette disposition ne peut pas être modifiée, ce qu'il veut pourtant faire. Ma réponse est claire. Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et pour moi, toute autre solution est exclue. L'entretien s'arrête là. Maintenant, le problème qui se pose,
le problème qui se pose. Il y a deux aspects. Il y a le premier volet, c'est celui de l'alternance démocratique. Et moi, je ne vais pas être long là-dessus, parce qu'au niveau de l'Union africaine, il y a déjà eu un sommet au niveau de Malabo où on a traité de cette question. Et au cours du sommet de Malabo, il est apparu clairement qu'il s'agit de coups d'État rampants, c'est-à-dire que les changements anticonstitutionnels de gouvernement, sinon les changements de constitution, sont des coups d'État rampants qui ont donné lieu à des débats en Afrique de l'Ouest et où je crois que les Congolais se souviennent de la déclaration de l'ancien président du Libéria, George Weah, qui avait dit clairement que les changements de constitution sont des coups d'État et que dans certains pays, ça a justifié des coups d'État militaires. Je continue en revenant à ce qui a été déclaré par le président de la transition de la Guinée, Mamadi Doumbouya, lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en disant que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour renverser un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Et dans le cas du Congo, nous revenons. Moi, je n'ai aucune honte de préciser au Congo, aux Congolais et aux autres compatriotes, aux étrangers, qu'en 2014-2015, nous avons eu dans notre pays le débat sur le changement ou non de la Constitution. Et moi, j'étais du camp de ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas changer la Constitution parce que la loi ne le permettait pas. C'est d'ailleurs ce que Jean-Louis Debré disait. Et la loi ne le permettait pas. Pourquoi? Mais parce que l'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002 a un alinéa qui est très clair, je crois que c'est le 3e, qui dit que la forme républicaine, le caractère laïque de l'État et le nombre de mandats ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, et à la lumière de ce qui s'est passé au Tchad, au Niger, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, etc., la question, au Congo, doit-on parler d'un retour à l'ordre constitutionnel, oui ou non? Et moi, je vous dis, moi, je suis de ceux qui considèrent que le changement de constitution en 2015 est un changement anticonstitutionnel du gouvernement, qu'il n'a pas respecté nos lois et les règlements de la République, qu'il n'a pas respecté l'acte constitutif de l'Union africaine, qu'il n'a pas respecté la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et en ça, je pose le problème de fond. Et c'est en ça que je suis surpris par ceux qui, à mon avis, parlent de l'homme providentiel. Je ne défends pas ces notions. Et je tiens à rappeler en cela ce que le président Mamadou Issoufou du Niger a dit. Il a dit quelque chose qui est très clair s'agissant de ces affaires de changement de constitution dans ce pays. Il a dit aux Nigériens, je suis un démocrate dans l'âme et je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel et remplaçable. Mamadou Issoufou cédera son fauteuil à la fin de son second quinquennat. C'est du moins ce que le président nigérien a laissé entendre samedi soir à la télévision nationale. Réélu en 2016 à la suite d'une élection controversée, il dit souhaiter respecter la Constitution qui limite à 2 quinquennats le mandat présidentiel. Dans un pays où le processus démocratique est souvent interrompu par des coups d'État militaires, c'est un coup d'éclat que vient de réaliser le président, se positionnant comme l'homme de l'alternance pacifique.
Moi, je suis un démocrate dans l'âme. Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable, a-t-il martelé sur les antennes de la télévision nationale. En promettant de passer le témoin à un autre Nigérien que ses compatriotes auront choisi, Mamadou Issoufou refuse ainsi de se mettre au diapason des réformes constitutionnelles adoptées par certains présidents africains pour se maintenir au pouvoir. Et je terminerai cette partie en faisant allusion à ce que Barack Obama a dit. Et j'ai retenu ça, je crois que beaucoup d'Africains ont retenu ça. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Et je crois que c'est en ça que le concept d'alternance démocratique doit prendre tout son sens et il doit, à mon avis, avancer. Évidemment, Clément, on mira ça dans le même sens. On va citer probablement Georges Weah qui a fait son mandat et qui s'en est allé tranquillement. Pourquoi pas les autres alors? Mais moi, je reviens un peu sur les textes fondamentaux, les constitutions. Oui, on a beau changer les constitutions, mais est-ce pour autant respecte d'abord ces constitutions? Il faut rappeler ici que Denis Sassou Nguesso a déjà changé 8 constitutions. 8. OK? Et donc, même quand il a changé les constitutions, en réalité, il ne les respecte pas du tout. La toute dernière qui a été changée, donc celle de 2002, par la nouvelle qui est en cours, celle de 2015, nous savons qu'après, il y a eu une élection anticipée. Mais même quand on a fait les résultats, monsieur ne s'est pas interdit de proclamer les résultats, nuitamment, il faut le dire, sinon aux premières heures de la matinée. Et là, on ne peut pas parler de la Constitution. La Constitution en elle-même, en fait, ce n'est pas tant qu'on a changé les constitutions que, bon, on peut observer l'alternance démocratique ou au niveau politique. Et donc, ma question, c'est à ce niveau. Mais avant de répondre, je vais proposer ici, question de revenir sur un certain nombre de faits pour rappeler aux Congolais ce qui s'est passé en 2016 après le changement de la Constitution. On a vu l'engouement qu'il y avait, les Congolais qui étaient derrière Jean-Marie Michel Mokoko, et les résultats, tout le monde le sait. Malgré ces résultats, Sassou Nguesso a opéré un passage en force. On va suivre ce reportage sur la campagne de Jean-Marie Michel Mokoko et chacun pourra en tirer les conséquences. Et puis on revient sur le plateau. À quelques jours de la présidentielle anticipée du 20 mars 2016, qui intervient dans un contexte de crise politique majeure, caractérisé par le changement très controversé de la constitution congolaise du 20 janvier 2002 en une nouvelle, celle d'octobre 2016, obtenue par la violence et le massacre des jeunes Congolais par l'armée aux ordres du régime de Brazzaville, le général candidat Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, est arrivé à Pointe-Noire, ville capitale économique du Congo, pour un meeting devant plusieurs centaines de milliers de Congolais à la place de la République au rond-point Lumumba, pour sensibiliser les Ponténégrins sur son programme de société, sa vision pour le Congo. Avec ce que je viens de voir, depuis que je suis rentré dans le département du Kwilu, et avec ce que je vois maintenant, dans une ville comme Pointe-Noire, qui est une ville cosmopolite, la représentation nationale est ici présente. En substance, le général Jean-Marie Michel Mokoko a annoncé une rupture avec des vieilles pratiques, le népotisme, la corruption, le vol, les détournements massifs et d'autres antivaleurs qui gangrènent le bon fonctionnement de l'État congolais, empêchant ainsi son développement socio-économique. Aux Congolais, je veux que les Congolais reprennent confiance en eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
On a l'impression que tout le monde a peur, alors que nous savons très bien que 90%, pour ne pas dire 100%, des Congolais ne sont pas contents de la manière dont le pays est géré. Le candidat Jean-Marie Michel Mokoko a également appelé les Congolais à dépasser les clivages ethniques qui divisent le pays. Il a en outre promis une justice équitable, une relance de l'économie par une prise de conscience collective. Le général Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas non plus manqué d'interpeller la vigilance des Congolais sur cette élection dont il estime que les conditions d'organisation souffrent d'un manque de transparence. Alors, Clément Birassa, tout à l'heure, vous disiez également que finalement, la constitution actuelle du Congo, celle du 6 novembre 2015, permet à un président d'être élu une fois et rééligible 2 fois. Et vous avez même dit que finalement, Denis Sassou Nguesso pouvait se représenter encore en 2026. Ça, c'est la loi. OK? Mais moi, ma question que je pose, c'est de savoir, est-ce que même quand il s'agit de respecter la Constitution, les élections qui sont organisées sont-elles libres, transparentes, équitables? C'est là le problème. Et je vous pose cette question en fonction, bien sûr, du reportage que vous venez de suivre. Parce que c'est là que se pose tout le problème. On a beau crier, dire c'est la Constitution, mais après l'organisation des élections, les Congolais savent que généralement au Congo, depuis le retour de Denis Sassou Nguesso, il n'y a plus jamais eu élection transparente. Christian, tes questions sont véritablement pertinentes, mais je tiens d'abord à nuancer ton premier propos. Non. Denis Sassou Nguesso peut se présenter en 2026 selon l'interprétation qu'on fait de la Constitution du 25 octobre 2015. Mais ce n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, Christian, et je souhaite que ça soit clair, les choses ont évolué. Nous avons parlé de Georges Weah, nous avons vu ce qui s'est passé au Gabon, et moi je reviens sur ce qui s'est passé au Gabon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé au Gabon, la CEAC, qui était toujours dans un mutisme, dans ces problèmes de changement de constitution, s'est retrouvée pour constater que ce qui s'était passé au Gabon, c'était un changement anticonstitutionnel de gouvernement et que l'appel a été lancé pour que le Gabon revienne très rapidement à l'ordre constitutionnel. Et c'est là que je pose le problème de fond en ce qui concerne le Congo, à savoir le changement de constitution de 2015 qui a été opéré en 2015 est-il un changement anticonstitutionnel de gouvernement au sens de l'Union africaine? Je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Je dis oui parce que quand vous prenez la constitution du 20 janvier 2002, je reviens sur le troisième alinéa de l'article 185 qui dit clairement que la forme républicaine, le caractère laïque et le nombre de mandats ne peuvent pas faire l'objet de révision. Ça, c'est déjà un premier contact. Ensuite, j'en viens à l'acte constitutif de l'Union africaine. L'acte constitutif de l'Union africaine interdit en termes de principe, je crois que c'est l'article 4, interdit, rejette et condamne tout changement anticonstitutionnel de gouvernement comme étant une menace pour la paix, la sécurité et le développement. Donc, c'est véritablement condamné. Et ensuite, quand on se réfère justement à l'Union africaine toujours, j'en viens à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui dit clairement dans son article 23 que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques portant atteinte à l'alternance démocratique
est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. C'est là où j'en viens pour dire qu'au-delà de ce que le président Denis Sassou Nguesso a déclaré dans son livre lui-même, lorsque la question lui a été posée par un journaliste, il a dit que la Constitution stipulait clairement que le président ne peut effectuer plus de 2 mandats, au-delà de ce que l'avis que Jean-Louis Debré a donné. Donc, on revient et on se rend compte que le Congo, qui exige lors des réunions de la CAC que le Gabon revienne à l'ordre constitutionnel, le Congo a lui-même besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et si on revient à l'ordre constitutionnel, il faut en tirer les conséquences. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet... Évidemment, est-ce que maintenant on peut revenir sur la question que je vous ai posée? Normalement, les constitutions, oui, mais l'organisation des élections, parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler à nos téléspectateurs que le général Jean-Marie Michel Mokoko et bien entendu le député André Okombi Salissa sont en train de payer le prix de leur refus d'avoir refusé de légitimer la forfaiture de Denis Sassou Nguesso en 2016. Et je rappelle dans le même sens que finalement, et on le sait, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, que l'ambassadeur, monsieur Vuidom, l'ambassadeur français, s'était même fait émissaire de Denis Sassou Nguesso pour aller rencontrer le général Jean-Marie Michel Mokoko, lui demander de valider, d'accepter les résultats qui avaient été proclamés par Denis Sassou Nguesso, s'il voulait être libre. Et c'est là que moi je reviens, parce que finalement, si déjà l'ambassadeur français s'est déplacé, ça veut dire qu'il y avait un problème. Et pas seulement l'ambassadeur français, il y a eu Jean-Yves Olivier également, le lobbyiste de Denis Sassou Nguesso, qui se passe pour un diplomate de l'ombre. Alors, revenons donc sur les élections, parce que c'est ce qui est aussi intéressant. On a beau changer les constitutions, oui, mais est-ce que les élections qui suivent sont transparentes, justes et équitables? Je ne fuis pas la question, mais j'ai un aspect que je vais aborder, c'est celui des constitutions. Et quand je vais aborder l'aspect des constitutions avant de venir aux élections, je vais rappeler une des déclarations de Laurent Gbagbo qui dit de façon simple que la démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Alors, il faut bien suivre ça, parce que si nous suivons cette définition, il faut que nous nous posons la question nous-mêmes Congolais, si en réalité nous sommes démocrates, parce que très peu de Congolais sont en conformité avec la Constitution. Je ne parle même pas des autres lois, je parle de la Constitution. Mais j'en viens, parce que tout le monde se rappelle, et tout le monde a cette vidéo de la déclaration de Denis Sassou Nguesso, alors opposant, en 1992, dans un meeting sur le boulevard des Armées, lorsqu'il dit « Jamais, jamais, je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. » Que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Il faut retenir ça. Et ça, c'est extrêmement important. Et il a ajouté, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Quand je me rends compte que la Constitution est violée
et que les Congolais sont silencieux? Est-ce que c'est l'acceptation de ce que nous ne sommes pas des démocrates? Et si nous ne sommes pas des démocrates, qui sommes-nous? Et ensuite, je termine par une autre déclaration du président Denis Sassou Nguesso dans son message sur l'état de la nation en 2020, lorsqu'il dit que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Donc, on a bien conscience, mais faisons le point. Je suis heureux, et je le rappelle, parce que le dernier Conseil des ministres a fait état d'un citoyen qui avait introduit un recours sur la déclaration du patrimoine. J'ai bien dit, j'ai fait une petite publication sur les réseaux pour dire que c'est bien moi, Clément Mirassa, qui ai fait introduire ce recours. Je le dis pourquoi? Mais pour constater qu'aujourd'hui, rien que par rapport à l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, beaucoup de gouvernants, beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de responsables administratifs ne sont pas en conformité avec la loi. Maintenant, je vais passer à la question que tu poses sur les élections. Oui, avant que vous ne répondiez à cette question, Clément, vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on a violé la Constitution, les Congolais se sont tus. Non, ils se sont pas tus. Vous savez qu'ils étaient dans la rue. Mais sauf qu'après, il y a eu usage de la force, de la violence. Il y a eu une quarantaine de morts. Et ça, on n'a plus jamais parlé de ça. 40 jeunes sont morts. Je présente mes excuses. Je présente mes excuses aux Congolais. Non, je distingue les périodes. La période que tu évoques, c'est la période 14-15. 2014-2015. Ce que j'évoque maintenant, c'est ce que nous vivons maintenant. Parce que maintenant, elle est violée. Et tous les Congolais, ils sont silencieux. Moi-même, je fais partie. Vous savez que nous avons été à un meeting à Pointe-Noire où il y avait une grande masse et nous avons été très bien accueillis. Il y a eu des incidents. Ça, par rapport à ce qui se passe, à une indignation, une colère. Nous ne pouvons qu'être très tristes. La force publique est faite pour sécuriser la population. Ce que nous avions voulu, c'est tenir un meeting pour défendre nos idées et faire passer nos messages. Et nous sommes malheureusement surpris que la force publique qui aurait dû sécuriser le meeting soit allée jusqu'à faire des victimes et on enregistre déjà 2 ou 3 morts. C'est très dommage. Mais ça nous permet de dire que nous sommes déterminés et engagés. Ce sang-là n'a pas coulé pour rien. Mais après le meeting, je devais me rendre à Pointe-Noire pour quelques obligations. Quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a signifié que je devais être en état d'arrestation. Le lendemain, je ne suis plus venu à Brazzaville. Le lendemain, nous avions voulu partir à Dolisie avec les autres pour faire un meeting et rentrer à Brazzaville. Mais quand nous sommes arrivés au péage de Mengo, les chemins nous étaient débarrés et on nous a signifié que nous devions, c'était un dimanche, que nous devions être en état d'arrestation. Donc, on a connu... Merci de me rappeler cela, Clément Mirassa. Je vais d'ailleurs proposer à nos téléspectateurs, question toujours évidemment de remettre à tout le monde dont le contexte suivait ce reportage, évidemment, là où les opposants avaient été interdits finalement d'activité, puisqu'on avait envoyé le patron de la police du département de Pointe-Noire. Suivez. Vous êtes là au péage de Mengo, apparemment il y a un petit souci. C'est quoi exactement? Mais le souci est que on croit qu'au Congo il y a des sous-citoyens et d'autres sont des citoyens. Donc nous sommes des sous-citoyens qui devons nous plier à la volonté des individus. Voilà, il y a des jeunes voyous en tenue qui nous demandent de faire demi-tour parce qu'ils ne veulent pas que nous allions à Dolisie où nos militants nous attendent. Et il faut préciser que c'est le moment de la campagne, semble-t-il, du référendum. Quand bien même nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait référendum, mais au moins c'est le moment de la campagne. Il n'y a pas de raison qu'on nous empêche de partir
à Dolisie, jusqu'à nous menacer avec des armes. Vous voyez comment ils sont armés jusqu'aux dents contre un peuple qui n'a rien en main. Déjà, après avoir tué les gens, après avoir tué les gens hier, ils veulent en tuer encore. Jusqu'à quand est-ce que le peuple congolais va supporter ça? C'est pas normal. C'est même, ça c'est, on appelle ça un état voyou. Comme c'est une seule copie, le policier en moto qui m'a remis m'a demandé que je fasse au moins 4 pour que je donne aussi à certaines gens qui m'ont demandé de le faire. Alors évidemment, Clément Mirassa, vous disiez que vous avez été interdit de vous rendre à Dolisie, donc on comprend bien que tout était fait pour que, bon, finalement, Denis Sassou Nguesso puisse encore rempiler. Donc, c'était là, je crois, le 4e mandat, c'est ça? Le 5e? Il prenait déjà là? Bon, moi, je compte un nombre d'années, ça fait d'une 40aine d'années. Mais j'aime bien quand on parle des élections, Christian, quand on parle des élections, le débat est en cours. Je ne vais pas rentrer dans trop de polémiques. Après le dialogue qui a eu lieu à Madinga, on a interviewé une grande personnalité politique de notre pays pour savoir si cette personnalité allait être candidate à l'élection présidentielle. La réponse de cette personnalité a été claire. On ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. Et j'ai suivi une vidéo que vous avez faite, Télé TV, R7, que vous avez faite avec un homme politique du Congo, mais qui a déclaré clairement qu'il ne fallait que le pouvoir arrête de nommer les députés. Je ne prends que ces deux déclarations. Maintenant, si j'en viens au reste, Christian, je suis très triste quand j'évoque la question des élections. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons décidé en février 2016, je dis nous, l'opposition. Nous avons décidé d'aller à l'élection malgré le fait que nous avons constaté que les conditions de transparence n'étaient pas remplies. Nous avons eu au nom de l'opposition, c'est vrai que les choses ont changé après, je crois que nous avions 5 candidats. Mais Christian, après les résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Okombi, nous avons Jean-Marie Michel Moukoko. Non seulement, tous les deux ont été traduits en justice pour des affaires, semble-t-il, de dépôt d'armes alors qu'ils étaient candidats à l'élection présidentielle. Et ensuite, vous l'avez rappelé, ils n'ont jamais reconnu les résultats de l'élection. Ça pose un certain nombre de problèmes. Mais je quitte maintenant l'élection de 2016 pour revenir à l'élection de 2021. En 2021, qu'est-ce que nous avons, Christian? Et c'est une page triste de notre histoire non seulement en tant que pays, mais de notre histoire électorale. Quelqu'un qui a devenu de Guy Brice Parfait Kolela. Et je préfère ne pas parler de ça, tellement je suis ému d'évoquer cette situation. Évidemment, le décès de Guy Brice Parfait Kolela, qui est mort, j'allais dire, le jour même de l'élection, où l'article 70 de la Constitution devrait s'appliquer jusqu'à maintenant où nous sommes en train de réaliser cette émission. Nous sommes le 24 janvier 2024. Le pouvoir de Brazzaville, j'allais dire, le gouvernement congolais n'a plus jamais parlé de ce décès. C'est curieux quand même. Bon, nous suivons. C'est une page très, très triste de notre histoire. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons le colonel et pasteur Onyangi. Après l'élection de 2021, on a vécu
quelques scénarios où on nous a parlé de ce qu'il y avait des armes chez les défunts, que Dieu ait son âme, les défunts colonels. Après, je ne dis pas, mais il a trouvé la mort. Donc, vous voyez que en l'espace de 2 scrutins, 2016 et 2021, je n'accuse personne, mais nous avons quand même 2 prisonniers. Oui, des éléments troublants, hein, de toute façon. Qui sont en prison. Et nous avons deux candidats qui nous préoccupent. Et ensuite, ces fameux dialogues qu'on fait avant chaque élection. Mais je dois vous le dire, Christian, puisqu'on parlait du respect de la loi. Mais beaucoup de partis qui prennent part à ces dialogues, à ces concertations, sous prétexte qu'ils sont en conformité avec la loi, ils ne le sont pas. La preuve, c'est en décembre 2019 que le Parti congolais du travail avait unanimement, lors de son congrès, décidé de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait, le président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Mais la loi sur les partis prévoit qu'en cas de violation de la loi, comme c'est le cas, le parti doit être suspendu. Jusqu'à présent, le parti n'est pas suspendu. À partir du moment, Christian, où vous déclarez conforme des partis qui ne le sont pas, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre du plus? Là, je ne rentre pas dans les débats du corps électoral. Je ne rentre pas dans les débats de la commission électorale indépendante. Je ne rentre pas dans les autres aspects. Je peux parler du plafonnement des dépenses des campagnes. Je peux parler, on a voulu parler de la biométrie. J'ai suivi que le Conseil des ministres a parlé que les jeunes représentaient 76% par rapport à la dernière élection, mais au dernier recensement. Mais le dernier recensement pose un certain nombre de problèmes que nous avons constatés, pour lesquels l'opinion est sensibilisée, parce que nous avons constaté qu'il y avait une croissance très forte dans les départements de la partie septentrionale du pays, et que par contre, on a observé une chute pratiquement préoccupante dans les départements de la partie sud. Nous souhaitons que tout ça soit réglé, parce que comment vous irez à la biométrie, comment vous allez régler le problème du corps électoral ou de la fiabilité des listes électorales si tout ça n'est pas résolu. Et c'est ça. Et depuis 2021, il y a une direction, semble-t-il, générale des affaires électorales. Il y a une commission nationale électorale indépendante. Quand on leur demande d'ouvrir au moins sur Internet le fichier sur les listes électorales pour que chacun, à partir de chez lui, puisse les consulter, non, ils ne font rien. Ils vont attendre à quelques jours. Ils disent qu'ils doivent respecter les délais constitutionnels. Il faut qu'on y aille, etc. Non, nous avons de sérieux problèmes d'organisation des élections dans notre pays. Et moi, je suis de ceux qui pensent, puisque je suis assez souvent critiqué parce que je fais, dit-on, la politique de la chaise vide, mais je fais la politique de la chaise vide, mais moi, je vous donne, en plus, en ce qui me concerne, une indication. C'est Alex Nzabana Bakana qui vous a révélé, en mars 2023, que lorsqu'il avait été arrêté à la CID, on lui a donné un certain nombre de noms qu'il devait citer pour que ces gens soient interpellés. Est-ce que ces complots sont finis? À l'époque, j'étais à peu près très silencieux. Maintenant que je suis un peu bavard, je suis sûr que, puisque mon nom, parmi les personnes citées, il y avait Jean-Marie Michel Moukoko, il y avait Joe Washington Ebina, il y avait Paulin Makaya, il y avait Clément Mirassa, je ne sais pas si j'en ai dit. Donc, il faut régler... Oui, Clément Mirassa, évidemment, ma question serait de savoir, lorsqu'on considère les déclarations actuelles d'Anatole Kouliné-Makosso, le recensement, les résultats dont vous venez de faire état, est-ce qu'on peut penser que sont là des prémices d'une nouvelle forfaiture à venir? Dans tout le cas, si rien n'est fait, l'élection se déroulera comme toutes les autres. Si rien n'est fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être fait concrètement? En fait, ce que l'on a comme exigence à ce niveau, première exigence, il faut mettre une commission nationale électorale indépendante aux standards internationaux. Ce n'est pas le cas.
Et pour ce qui est du cas de notre commission, vous savez qui la préside? Elle est présidée par Henri Bouka, le premier président de la Cour suprême. Et vous voyez bien qu'il y a un problème de fond qui est posé. Il faut régler le problème de la maîtrise du corps électoral. Il faut régler le problème de la fiabilité des listes électorales. Il faut régler le problème du plafonnement des dépenses de campagne. Et ces problèmes, ils sont bien énumérés. Il faut faire respecter la loi sur les partis. Mais tout ça, ce n'est pas fait. Et on attend le dernier jour. Et après, vous allez voir, oh non, on a affiché les listes électorales. Il faut, non, je crois qu'il faut qu'à un moment donné, on s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, Christian, les Congolais se rendent compte que ces problèmes ne touchent pas seulement que le volet électoral. Nous allons en venir tout à l'heure. Prenez le volet corruption. Prenez les autres volets. Donc, on se rend compte que nous avons de réels problèmes qui sont posés. Et quand ils sont posés, on ne veut pas apporter des réponses, mais parce que l'attitude qui justifie c'est quoi? Ben, les gens tiennent coûte que coûte à se maintenir au pouvoir. Parce que lorsqu'on parle, les gens ne prennent pas ne comprennent pas bien la notion. Lorsqu'on parle de l'alternance démocratique, Christian, mais les principes même démocratiques limitent le nombre de mandats. La limitation des mandats est quelque chose de fondamental au niveau de l'alternance démocratique et de la démocratie. Donc, vous voyez bien que dans les premiers, la Constitution de 92 et la Constitution de 2002, le nombre de mandats était limité à 2. Et puis, vous voyez, on n'a pas respecté puisque le président s'assure toujours candidat. Et s'il est encore candidat en 2026, c'est-à-dire si on ne respecte pas le fait que le changement de constitution en 2015 est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et qu'il nécessite un retour à l'ordre constitutionnel, ben vous n'aurez pas de démocratie et la conséquence, vous la connaissez. Il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas tous les autres aspects qu'on peut évoquer. Évidemment, la question qui va suivre, c'est de savoir est-ce que sans alternance, on peut encore continuer à parler de la démocratie au Congo-Brazzaville? Je vous ai donné la définition que le président Gbagbo a donnée. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Mais je ne m'arrête pas là, Christian. Je suis un statisticien. Et au plan statistique, chaque année, on publie un indice de démocratie. Vous savez bien que lorsqu'on publie cet indice, le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire d'une dictature. Ce n'est pas à moi de modifier quoi que ce soit. Les chiffres sont publiés. Le Congo ne les a jamais contestés et nous les acceptons comme tels. Donc, la question, c'est voulons-nous tenir compte de ces informations pour améliorer les choses ou voulons-nous juste maintenir le statu quo? La question fondamentale, elle est là. Merci Clément, pas de démocratie sans alternance. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore suivis. Comme d'habitude, la petite prière, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo après avoir partagé massivement cette émission. Ainsi, vous nous aiderez à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et à parfaire notre référencement. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.